Togo Info, le Togo à votre portée. Et nous débutons aujourd'hui avec Agbeyo Mekojo, le candidat du MPDD, celui-là même qui figure en dernière position sur le bulletin de vote. Bonjour Monsieur Kojo. Bonjour Monsieur Afel. Ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pourrez non seulement, comme d'habitude, nous appeler pour partager avec nous votre point de vue, mais surtout pour poser des questions de compréhension. Ce sera la nuance. Vous nous appellerez non pas pour donner votre avis sur le projet proposé par Agbeyo Mekojo, mais des questions de compréhension à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Encore une fois, bienvenue dans le débat sur un air de campagne. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors bien entendu, vous nous direz Agbeyo Mekojo l'approche qui sera la vôtre durant les 14 prochains jours. Mais avant, quel est votre sentiment par rapport à la polémique qu'il y a eu suite à la symbolique de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Podro, vous remettant le drapeau togolais, vous confiant en cette mission qu'il a portée depuis plusieurs mois déjà? Quel est le regard que vous avez porté sur tout ceci? Non, je pense que c'est une responsabilité supplémentaire. Nous-mêmes nous sommes engagés au niveau du MPDD d'apporter notre contribution donc à ce débat. Et puis après donc il y a eu le choix par le prélat et le conseil des sages donc pour désigner un candidat unique de la dynamique donc Bojoro. Donc il y a eu ça et puis donc la cérémonie donc de la dernière fois où on m'a remis symboliquement donc le drapeau avec une feuille de route. Et donc je considère que tout cela donc m'oblige donc à me battre donc sur le terrain avec le concours de Dieu et également l'adhésion donc des populations à aller à cette élection et par la grâce de Dieu la gagner, transformer donc le pays et donner un peu de mieux-être donc aux Togolais. Je crois quand même que c'est comme ça que je le comprends. C'est normal, nous sommes nombreux donc à compétir, donc 7 à compétir, mais si une autorité religieuse donc vous confie donc le drapeau, c'est bon, une lourde responsabilité et il faut mériter donc cette responsabilité et donc nous n'avons pas le choix. Avec la coalition, nous irons et avec la grâce de Dieu, nous ramènerons de toute façon les clés de l'alternance au Togolais. Vous ne prenez donc pas forcément en compte la position de ceux qui estiment que ce n'était pas de la mission d'un prélat de charger... Chacun est libre de commenter ça comme il veut, mais la réalité est là et nous avons donc le soutien de la population et je pense quand même que nous y allons pour aller chercher donc les clés, donc pour déverrouiller la situation politique, économique et sociale au Togo et à offrir de nouvelles perspectives aux Togolais. C'est un jour de campagne, le premier jour de la campagne. Comment vous sentez-vous en ce moment? De toute façon, je me sens bien. Je vois de toute façon, avant de quitter donc la maison, l'enthousiasme de ceux qui sont venus donc ce matin parce que ils veulent aller sur le terrain. Et donc, je considère que avec l'aide de Dieu, eh bien, nous gagnerons donc cette élection. Quelle sera votre approche? Est-ce que vous comptez parcourir le pays du sud au nord, du nord au sud? Quel sera concrètement le déroulement de cette campagne au MPDD? Non, je pense qu'il ne faut pas parler de MPDD. Nous sommes dans une coalition. Nous sommes la coalition de la dynamique de Monseigneur Podro. Officiellement, vous êtes candidat du MPDD? Officiellement? Oui, je suis candidat du MPDD, mais je suis porté par une coalition. De plusieurs formations politiques et puis de plusieurs associations, tous ceux qui ont procédé au ralliement et tout ça, je suis le candidat. Donc en fait, je ne suis pas candidat du MPDD. Je ne renie pas mon parti, mais dans le contexte actuel, donc je suis porté par plusieurs formations politiques, plusieurs associations de la société civile, donc c'est la coalition. Et enfin, certains se basent sur cet argument disant que vous n'êtes pas candidat unique parce que vous êtes enregistré au nom de votre parti et que si vous étiez un candidat d'un regroupement, ça aurait été au nom de ce regroupement-là. De toute façon, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, mais la réalité est là et ils nous voient sur le terrain, nous travaillons ensemble. C'est parce que, bon, on n'a pas articulé rapidement donc les choses au niveau de la C14 que la C14 ne figure pas de toute façon sur le bulletin de vote. Sinon, si on avait articulé donc correctement donc les choses, eh bien, donc, ils seront sur le bulletin de vote. Donc, je pense quand même que bon, on a l'habitude de faire des débats de bas étage, mais c'est pas un problème. Vous le voyez ensemble, non? Alors,
Quels sont les principaux axes de votre programme? Vous avez déjà annoncé un certain nombre d'idées principales. Que promettez-vous en tant que candidat à cette élection? Que ferez-vous une fois élu si vous l'êtes le 22 février prochain? Non, je crois quand même que notre programme donc, a été rendu public, ça circule donc sur le net. Nous l'avons décliné dans toutes les sauces. D'abord, c'est l'homme. L'homme dans toutes ses dimensions. Et le Togo, de toute façon, dans sa projection vers l'avenir. Qu'est-ce que nous voulons faire? Les gens ont faim aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas par hasard que les rassembleurs, donc, le slogan, c'est 3 repas par jour. Donc, on veut assumer au moins les 3 repas par jour. On veut libérer le carcan qui pèse, mais sur la jeunesse togolaise. Les gens sortent aujourd'hui, ils n'ont pas de perspective. Leur seule perspective, c'est d'aller conduire les émigrants, et puis après, ils sont traqués également, donc par, si vous voulez, le fisc et tout ça. Nous avons décliner donc notre politique, tout ce qui peut concourir donc à améliorer le panier de la ménagère, tout ce qui peut donc assurer la justice sociale dans le pays, tout ce qui peut contribuer donc à, je dirais, à une gouvernance vertueuse. Je crois que c'est l'ensemble de ces éléments-là qui structurent notre programme. Sur un point de vue santé par exemple, qu'est-ce que vous prévoyez? Au niveau de la santé, nous avons prévu du moins construire des hôpitaux régionaux, des hôpitaux donc dans tous les chefs-lieux donc de région, des hôpitaux donc aux normes internationales avec un plateau technique bien outillé pour permettre donc aux préfectures donc qui relèvent donc de ce ressort donc régional de se soigner du moins aisément. Et puis en fait, bon, il y a de petits problèmes aujourd'hui. Il n'y a pas de scanner ici, il y a déficit donc de ressources humaines ici, tous ces problèmes-là. Je pense que nous avons mis des mois donc à les étudier et vous verrez donc à la fin de ce mois le type de politique que nous allons implémenter en matière de santé, en matière d'éducation, en matière donc de relèvement du niveau de vie des gens. Nous avons parlé donc il faut relever les salaires des agents de l'État. Vous avez un pourcentage? Pardon? Vous avez un pourcentage pour l'augmentation du salaire? Non, pas un pourcentage, bon, mais nous avons annoncé que nous allons donc améliorer donc les salaires, les pensions, et donc tout cela participe à notre volonté de transformer la société et de redonner un peu plus de confiance et de dignité aux Togolais. En termes d'éducation, plusieurs pensent aujourd'hui que le système éducatif togolais tel que ficelé ne permet pas aux jeunes diplômés d'avoir un certain nombre d'aptitudes. Il est reproché à notre éducation d'être un peu trop théorique et pas assez manuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense qu'ils ont parfaitement raison, puisque nous-mêmes, nous avons envisagé de faire donc des états généraux de l'éducation, essayer donc de changer un tout petit peu donc le contenu des savoirs que nous transmettons donc aux jeunes, afin qu'une fois sortis donc du circuit scolaire et universitaire, qu'ils soient aptes eux-mêmes à entreprendre quelque chose avec donc l'appui en tout cas de l'État et des organisations donc dédiées. Le Togo organise ses élections dans un contexte sous-régional marqué notamment par la question du terrorisme et de l'insécurité. Avez-vous réfléchi à ces axes également? Je crois quand même qu'il n'y a pas ce sujet du moins mais qui n'a pas été ou qui n'a pas fait l'objet d'une réflexion profonde au niveau de l'état-major donc de la coalition. Je crois quand même que si vous avez écouté donc l'adresse que nous avons faite aux forces de défense et de sécurité, je pense que la réponse se trouve dedans. Mais les questions donc de terrorisme et tout ça, de l'effronterie violent, donc c'est pas des questions de monde qui sont débattues en public. Alors, mais les citoyens peuvent vouloir en savoir davantage. Est-ce que vous procéderez à une augmentation du budget de l'armée? Est-ce que vous leur donnerez plus de moyens? De toute façon, le budget de l'armée de toute façon sera augmenté. Et donc, puisque nous prévoyons donc d'augmenter les salaires à ce niveau-là, d'améliorer leur ordinaire, et également donc faire en sorte qu'il y ait plus de justice donc à ce niveau. Nous avons également envisagé donc de réduire, si vous voulez, donc au niveau de la coopérative, les taux sur les prêts. Donc tout ce qu'on peut faire pour que nous ayons des soldats motivés, équipés, prêts de toute façon à s'engager dans cette lutte-là de guerre asymétrique. Donc je crois que ça a été envisagé. Alors, en termes de financement, parce que augmenter les salaires des hôpitaux régionaux, doter l'armée de plus de moyens, il faudra davantage de financement. Comment est-ce que vous comptez mobiliser? Est-ce qu'il y aura une augmentation des impôts ou de quelle manière? Non, on ne va pas augmenter les impôts. Je vois quand même que donc, les gens se plaignent donc
En tout cas, les gens se plaignent de la pression fiscale déjà. Mais nous avons donc des moyens pour augmenter donc le budget donc de l'État. Et c'est par rapport à ça que la politique économique et sociale doit être déclinée. Et donc, bon, je dis nous avons des moyens d'augmenter le budget de l'État. Quel sont-ils? Mais je vous sens assez réservé sur le programme. On a le sentiment que vous ne voulez pas aller au fond des choses. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que les Togolais voteront sur la base des programmes ou sur la base d'autres critères? Non, de toute façon, je crois que c'est des critères combinés. Ils votent pas. Ils sont combien de toute façon à lire nos programmes? C'est les intellectuels, c'est ceux qui sont dans les grandes agglomérations, mais les grands axes, ils savent. Et puis, je crois que c'est le plus important. Donc, c'est pas seulement donc sur le programme, c'est pas seulement aussi sur le profil de nos candidats. C'est, voilà. Qui est capable, donc, par rapport à leur ressenti, de transformer le pays, d'ouvrir des perspectives, donc, pour des jeunes, et puis, en fait, d'offrir, donc, la dignité, donc, au peuple togolais. Je crois quand même que... Donc pour vous, c'est surtout une question de personnalité aussi, à côté du programme. C'est ce que je dis, le profil, donc, de tout en fait appel donc à la personnalité qui porte le programme. Avant de donner la parole aux auditeurs, est-ce que vous continuez par recevoir ce genre d'observations liées à votre passé? On vous a reproché un manque de constance dans votre lutte. Est-ce que vous continuez d'en recevoir? Je crois que ceux qui le disent, c'est ceux-là même de toute façon à qui c'est ceux-là à qui nous reprocherons donc, comment je dis, un manque de constance. Moi, je pense quand même que ce que moi j'ai eu à faire dans ce pays, comme travail, oui, comme contribution de toute façon, dans les missions qui m'ont été données, ils sont très peu, de toute façon, y compris ceux qui sont au pouvoir, donc qui ont pu réaliser cela, parce que bon, moi tout jeune de toute façon, je pensais qu'il fallait de toute façon envisager un truc comme le Stade Kégé, donc j'avais 33 ans, mais je voyais de tout temps grand dans mon pays, donc un truc qui a été fait en 89 et qui est encore de moins apte to l'être aujourd'hui, il faut de moins l'anticiper. Ouais, la cité OUA, c'est parce qu'il y a eu Cannes 98, nous étions partis donc à Ouagadougou, j'ai vu Ouaga 2000, comment on a fait, je suis revenu, j'ai rendu compte donc au chef de l'État, c'était un champ de maïs, c'est la cité OUA là-bas. Donc, voilà, je ne parle pas de la présidence de la République, ce n'est pas une présidence, c'est une primature que je construisais. Je ne parle pas de parlement, je ne parle pas de la transformation du pôle, moi j'ai régional, bref, pour dire que ceux qui disent que qu'on n'est pas constant, je ne sais pas ce qu'ils ont comme bilan derrière eux pour prétendre de toute façon diriger donc la destinée donc, du pays. Donc moi je suis zen et je crois quand même que c'est tout cela aussi de moi qui fait envie. Mais non, vous avez évoqué plein de trucs, oui, on a volé de l'argent au port. Hier même j'ai retrouvé donc un document de la justice française qui dit que les autorités bancaires et judiciaires françaises demandent examinant ou mettant en exécution la commission rogatoire du Togo, n'ont rien trouvé. Et sur le même dossier, à Kara, on a dit que le délit reproché à l'ancien premier Lagomé relève du domaine de l'impossible. Alors ça vous a pas suffi, vous voulez parler donc de Front Jardin? Oui, je suis commanditaire donc dans Front Jardin, et puis moi-même je prends le téléphone, et puis j'appelle les gens pour dire, ah, on va vous tuer là-bas, attention. Et là, je crois quand même qu'il faut... Et puis, en dehors de tout ce que les organisations internationales ont raconté en matière de droits de l'homme, vous continuez. Allons-y. Moi, je dis bien, de tout temps, je suis droit dans mes bottes parce que nous avons une question, nous avons une éthique. Oui, dans notre famille, nous avons une morale que de toute façon, la vie est sacrée. Mais maintenant, je m'en voudrais ici, en venant ici, au début de cette campagne-là, de ne pas évoquer de ce problème. Oui, nous allons aux élections. Oui, nous savons que les conditions sont exécrables. C'était ma prochaine question. Non, allons-y, non, j'y vais. Oui, exécrables. Oui, c'est tant au niveau de la Cour constitutionnelle qu'au niveau de la CENI. Nous avons même demandé donc à rencontrer le président de la CENI. Il ne nous a pas encore fixé donc comment j'ai eu le rendez-vous. Je voulais rappeler que si nous ne voulons pas avoir des problèmes, il faut que dès que les corps de défense et de sécurité votent, il faut un dépouillement immédiat devant huissier, les résultats sous-scellés et confiés à la CENI. Je répète. C'est ce que vous voulez. Non, je répète. Et vous allez comprendre pourquoi je répète ça. Je dis qu'on va aux élections, puisque les FDS votent 48 heures avant les populations civiles. J'ai dit leur vote, c'est avec dépouillement immédiat. Les résultats de toute façon seront sous-scellés, remis à la CENI. Mais les délégués des partis politiques
ceux qui seront là recevront du moins leur PV. 2. Nous disons qu'il faut qu'il y ait suffisamment de PV dans tous les bureaux de vote. Suffisamment de, pas deux, suffisamment de PV dans les bureaux de vote pour que chaque délégué de candidat, en rentrant, puisse amener son PV, le PV de son bureau de vote, à son état-major. 3. Nous disons également que nos délégués doivent disposer à l'entrée du bureau de vote de la liste électorale. Donc, de la liste électorale, de la liste des électeurs domiciliés à ce bureau de vote. Au fur et à mesure que les électeurs arrivent, il les coche, il les note, pour que quand le vote sera fermé, qu'ils soient en capacité de dire le nombre d'électeurs qui sont venus dans le bureau de vote. Et c'est par rapport à ça qu'on va compter ce qu'il y a dans l'urne. Si on trouve dans l'urne plus de bulletins que de votants, il y a un problème. Ou on a bourré, ou on a favorisé donc des votes multiples. Je crois que si ces mesures-là sont respectées, et puis également, il y a un autre de toute façon qui n'est pas petit, c'est qu'en fait, si dans une CELI, il y a 250 bureaux de vote, il faut vérifier le soir si c'est 250 urnes qui sont arrivées, parce qu'il y a des urnes fictives qui sont mises dans des zones, et on remplit cela, mais bon, qui n'est pas ouvert, l'urne ou ce bureau de vote n'est pas ouvert à tout le monde. Donc, à ce niveau-là également, si c'est 250 bureaux de vote, il faut trouver 250 urnes. Si on trouve 300, ça veut dire que donc il y a 50. Alors, je répète, toutes ces mesures-là, nous avons rencontré le G5, nous avons rencontré la CEDEAO et le PNUD. Vous avez partagé ces idées avec eux? Pardon? Vous avez partagé ces pistes nous les avec avons eux? commissionnés d'aller voir le pouvoir. Si nous ne voulons pas avoir des lendemains des élections difficiles, parce que c'est des choses simples et mieux. Ça a été fait en Guinée-Bissau il n'y a pas très longtemps. Je ne vois pas qu'on me dise que de toute façon, le Togo ne peut pas faire ce que la Guinée-Bissau. Je dis bien que les militaires, on compte en même temps. On ne rend pas les résultats publics, mais on compte en même temps, en présence d'un huissier. 2. Il y a, du moins, mais le délégué là, il est à la porte. Il pointe le nombre d'électeurs venus voter. Et le soir, quand on ferme le vote, il sait que c'est 150 personnes qui sont venues voter. Si nous ouvrons l'urne et que nous trouvons 200, ça veut dire quelque part qu'on a... Vous tenez compte des procurations? Pardon? Des procurations. Mais de toute façon, si on donne la procuration, ça veut dire que la personne suit donc le... Comment dire? Que la personne suit la liste électorale. Oui. Et puis de toute façon, c'est pas tant ça parce que la procuration de la loi dit combien de procurations dont tu peux disposer? Une seule. Alors, est-ce que ces éléments, vous les avez partagés avec la commission mise en place pour suivre le processus électoral? Vous n'avez pas compris, j'ai dit l'ambassadeur de France. Il y a eu une commission qui a été mise en place. Vous avez participé à la première réunion, vous y êtes resté. Est-ce que vous avez partagé ces préoccupations? Ils sont tous là. Mais pour ne pas rester au niveau de la commission, nous sommes partis voir l'ambassadeur de France, Allemagne, États-Unis, l'Union européenne, le PNUD, et puis également, on a vu donc la CEDEAO. Alors, j'espère que, tous recherchent donc l'apaisement dans le pays. Il faut nécessairement mettre ces gens de choses parce que, ici, c'est difficile, donc, aux Togolais, de dire que, ah oui, mais l'élection a été frauduleuse. Donc, vous pensez que ce sont ces éléments qui garantiront la transparence de l'élection? De toute façon, ces éléments, ont pour objectif de réduire, de manière drastique, l'industrie de PV. Alors, je ne vous demanderai pas d'où vous tenez les infos en ce qui concerne les urnes fictives, parce que certains pensent que vous avez fait le régime et que vous connaissez un peu... D'une manière ou d'une autre, on n'a pas besoin de faire le régime. Il y a plein de gens aujourd'hui qui dénoncent le Front citoyen qui se constitue donc pour la vérité des urnes, n'a pas fait le régime. Écoutez, il y a un certain nombre de choses quand même qui sautent à l'œil. On ne peut pas faire, 2 ans donc, de grève, de marche, et puis en fait le pouvoir va dire que, ah oui, mais ils m'ont encore adoubé. Ceux qui m'ont contesté traîner dans la rue pendant 2 ans, ils m'ont encore adoubé. Non, écoutez, je dis bien, et puis moi-même j'étais sur le terrain. J'ai vu un certain nombre de pratiques. J'étais sur le terrain. Ce qu'on faisait de toute façon, le monde a beaucoup évolué. Ce qui est valable dans les années 2000, c'est pas
valable dans les années 2020. Donc, oubliez cela. Certains pourraient vous demander pourquoi n'avoir pas mis en place cette piste lors des législatives de fin décembre 2018 et des locales de 2019 pour garantir la transparence des élections. Je ne suis pas organisateur de ces élections-là. Vous y aviez participé aussi? Oui, vous êtes candidat. J'ai entendu quelqu'un dire hier que oui, on a donné quoi, que il y a eu mot d'ordre de ne pas aller aux élections. Je ne suis pas, à l'époque, j'étais pas membre de C14. Et je ne enfin, une seconde. Le reproche n'est pas d'être allé à cette élection. Mais je ne suis pas membre de C14. C'est-à-dire, il a donné les gens à qui? Ou qui a donné les gens de ne pas aller? On a voulu participer à la C14, amener notre expérience, notre intelligence. Comment on fait ces discussions? On en a fait beaucoup dans le passé. On a estimé que ne sont reçus, du moins dans ce cas-là, que ceux qui ont marché. Mais j'ai marché avec vous, non? Je me suis retrouvé sur le toit d'un mur. Et puis en fait, de temps en temps, quand ça vous arrange, vous me montrez un ancien ministre de l'Intérieur, oui, sur le toit d'un mur. Il faut quand même qu'on soit sérieux. Écoutez, nous avons des programmes donc à partager. Nous avons une posture à tenir. Notre seul objectif, c'est l'alternance. Comment on fait pour du monde? Alors, je ne veux pas aller insulter tel candidat, ceci parce que je veux me poser. Et là n'est pas le propos. Ce n'est pas responsable. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui peuvent vous poser des questions sur ce développement. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Merci de n'appeler que si vous avez des questions, pas de commentaires, pas d'opinion personnelle. Premier auditeur en ligne. Allô? Alors bonjour. Bonjour Monsieur Kodjo, comment allez-vous? Monsieur Kodjo. Allez-y, votre question de tout point. Notre invité. Bonjour, Comment se fait-il que quelqu'un qui veut gouverner notre pays, lorsque l'Assemblée nationale avait modifié la Constitution, on lui dit qu'il faut un cinquième des députés pour une proposition de loi. Comment est-ce que notre invité qui veut gouverner ce pays a voté cette loi? Bien. Ce sera votre seule question? Est-ce que ce sera votre seule question, Monsieur Kodjo? Oui, c'est ça. Merci, passez une bonne journée. Monsieur Kodjo, vous répond dans quelques instants. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous sommes aujourd'hui sur un air de campagne avec Agbeome Kodjo, candidat à la présidentielle. Deuxième auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Excusez-moi. Monsieur Afanou, bonjour. Bonjour, Monsieur Sibiti, comment allez-vous? Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, mon frère. Allez-y, nous vous écoutons. Votre question. Ma question, ce que je voudrais dire, Monsieur le Président, pour être là, je vous souhaite une bonne chance, comme je vais la souhaiter à tout le monde. Merci. Les gens vont vous attaquer. Monsieur Sibiti, Oui. votre question, s'il vous plaît. Non. C'est une exhortation. Allô. Oui, la condition est claire. Pour appeler, il faut avoir une question. Oh, les gens vont vous attaquer. Prenez votre patience pour répondre. Ne vous énervez pas. Bien, merci Monsieur Sibiti. Je suis obligé de l'interrompre. C'est vrai que là, il vous encourage, mais lorsque quelqu'un appellera pour vous dénigrer, on sera obligé de l'interrompre aussi. Donc, il faudrait que la règle soit la même pour tout le monde. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. Pardon, j'ai une petite question. C'est Ali Baba? Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Ma question, ça va à demander le président. À la conférence nationale, il a pleuré jusqu'à Monseigneur Pogro a suspendu la séance. Parce qu'on l'accusait. On ne comprend pas parce qu'on l'accusait, il a pleuré. Vous voulez qu'il revienne sur cela? Oui, à la conférence nationale. Bien. Merci, on a saisi la question. Passez une bonne journée. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne et laisser Agbeome Kodjo répondre à ces questions. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment? Emmanuel. Emmanuel, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Gouda. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, ma question est monsieur le Président, je savoir. Veuillez rapprocher le téléphone de votre bouche, s'il vous plaît. Ma question est de savoir. Si j'avais fait ça, et la chérie n'a pas pour parler là, est-ce que j'ai fait? Ce sera tout?
Ce sera tout. Merci. Passez une bonne journée. Alors, on a eu Kodjo de Tokoin qui dit que la loi prévoit pour modifier la constitution, il faut un 5e des députés ou un projet gouvernemental. Pourquoi avez-vous voté ces modifications qui ont été proposées de la manière dont ça s'est passé? Peut-être qu'il n'a pas l'économie de ce qui s'est passé. D'abord, je crois que en tout cas, le projet est sorti de la commission des lois, donc modifie la durée du mandat de 5 à 7. De 5 à 7 ans. S'il savait donc la plaidoirie que nous avons menée là-bas pour conduire donc la majorité unie à obtenir une suspension pour aller se concerter pour revenir sur 5 ans, je ne vais pas dire qu'il m'aurait jeté des fleurs, mais il reconnaîtrait de toute façon le rôle de sage que nous jouons là-bas. Mais là, sur la forme. Oui, non, pour revenir donc sur ce qu'il dit, on dit la modification des lois, qui plus est de la Constitution, appartient concurremment au gouvernement et à un 5e des députés. Il y a un projet gouvernemental qui est arrivé. Le projet est parti directement donc, comment je dirais, à la commission des lois. Les gens ont étudié donc, comment je dirais, les 3 articles. Les 3 articles et ils sont revenus, en plénière avec un certain nombre de modifications qu'on a proposées. En fait, c'est un débat qui est plus compliqué parce que ce qui est mis en cause aujourd'hui, c'est que au lieu de faire des modifications directement donc au niveau de la commission des lois, il aurait fallu donc un 5e donc des députés unir donc portent les autres modifications donc qui ont été introduites. Ce qui n'a pas été fait. Non, de toute façon, ce qui n'a pas été fait dans les normes. Et donc, quand on amène les résultats, c'est-à-dire que vous vous retrouvez donc en plénière, ben on cite l'article et puis on introduit donc les modifications donc dedans. Et donc, moi je pense que il y a une erreur donc au départ parce que on ne peut pas envoyer officiellement 3 articles et vous allez modifier 29. Je reconnais cela, mais le projet de loi n'ont pas vu, donc c'est parti de au niveau de la commission donc, des lois. Je considère que ce qu'il dit, c'est ce qu'il a entendu dans la rue, mais il ne sait pas de toute façon l'articulation, comment ça fonctionne. Je crois qu'il ne peut pas mettre en doute les qualités parlementaires, donc ou législatives de toute façon de Aguilera Kodjo qui a conduit la destinée de l'Assemblée nationale. Voilà pour le premier. Le second, Ali Baba, il a parlé de la conférence. Une seconde, oui, j'ai pleuré à la conférence nationale parce que la plupart des associations qui étaient à la conférence nationale, c'est moi qui leur ai donné l'agrément. Parce que donc je signais pour le compte du gouvernement et je crois que le ministre, le professeur Ninevi et le ministre Iou également signaient du côté de l'opposition. Mais bon, venir dire, alors que nous avons œuvré, nous jeunes qui étions au gouvernement, nous avons œuvré pour démontrer que la conférence nationale, en tout cas, tienne et qu'elle débouche sur un nouveau projet de société, qu'on vienne nous accuser qu'on est en train de comploter. Donc, contre cette conférence, qu'on veut tuer des gens, je considère quand même que je n'avais pas le cheveu, je n'avais pas le cuir chevelu politique, oui, assez dur. Donc, à l'époque, j'étais un jeune ministre de la Jeunesse et Sport, et donc je crois que c'est compréhensible. Voilà. Et puis, ça prouve que je suis humain, de toute façon que j'ai de l'humanité en moi. Absolument, sinon tout le monde sait que les robots ne pleurent pas. Alors, Emmanuel Debay dit, si éventuellement sur la base de vos procès-verbaux, vous avez la certitude d'avoir gagné et que la CENI donne un autre vainqueur, quelle sera votre réaction? Je prendrai le pouvoir. Par quelle manière? Parce que plusieurs l'ont dit avant. Une seconde, écoutez, je ne suis pas de toute façon les autres. Je dis, je prendrai le pouvoir. Ce sera tout? Mais pourquoi vous voulez que je donne d'autres détails? Eh bien, les Togolais ont fait une longue expérience. Seconde, mais les gens de tout temps. Pourquoi nous réclamons des PV aujourd'hui? Parce que ceux qui disent, donc, ils ont gagné ici, on leur a demandé d'amener les PV, oui, ils n'ont pas pu. Et puis également, le pouvoir lui-même, de toute façon, est parti, je ne sais pas, au César, au moment où on faisait la compilation, de leur soustraire ou de prendre. Bref, j'ai dit, s'il y a la preuve que nous avons gagné les élections, je prendrai le pouvoir et je les exercerai. Le 91 09 71 71, allô? Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Allô, monsieur Anthony. Vous vous appelez comment? Je m'appelle monsieur Léopold. Léopold, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Savoir. Votre question? Oui, j'ai parlé le président. Bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur le Président. Voilà ma question. Je voudrais savoir que si on refuse de compter la voix, mais le vote des militaires, comme vous le souhaitez, qu'est-ce que vous ferez pour faire compter cela? Bien, ce sera tout. Ce sera tout. Merci Léopold d'avoir participé à cette émission. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vous pouvez également nous envoyer vos questions en message via la page Facebook de Nana FM. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va, bonjour Monsieur le Président. Bonjour, mon frère. Votre question. On accuse Monseigneur Podron de vous avoir remis le drapeau dans un lieu aussi sacré que l'église. Moi, je ne suis pas contre le principe du geste de Monseigneur Podron, mais dans un lieu qui rassemble beaucoup de sensibilités, disons toutes les sensibilités, et les autres se plaisent. Est-ce que cela ne risque pas de compromettre votre candidature? Ce sera tout. Oui. Merci. Voilà, Merci Monsieur Maglo. Passez une bonne journée. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne et laisser l'invité répondre. Nous vous rappelons que nous sommes ce matin sur un air de campagne avec Aguillaume Kodjo, candidat à la présidentielle. Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour Madame Essie, comment allez-vous? Voilà, je voudrais demander au président où s'en est avec l'Union européenne et sa fameuse communauté internationale qui nous promettent des réformes après chaque élection depuis près de 60 ans. Ils ont disparu tout d'un coup du paysage politique du Togo. Et puis voilà, Bien. Ils disent plus rien, ils nous laissent dans la merde, quoi. Bien, merci. Ce sera tout, Madame Messier. Le coût de toutes ces élections, le coût, est-ce que le président a une idée du coût? Parce que il y a longtemps maintenant, toutes les élections sont organisées en fonds propres. Bien. Et combien ça va me coûter cette élection qui vient là? Merci. Merci la Madame Messier. Tout le reste, la transition. Merci Madame Messier, on a saisi l'essentiel. Merci d'avoir participé à cette émission. Passez une bonne journée. Alors Léopold de Sagbado aimerait savoir si jamais votre proposition qui demande à ce que les votes des militaires soient comptés que le dépouillement se fasse juste après, si cette proposition était rejetée, quelle serait votre réaction? Les Togolais en prendront acte parce que c'est pour la transparence électorale que nous avons mené toute une série de démarches vis-à-vis de ce que j'appelle le G5, vis-à-vis du pouvoir lui-même. Mais maintenant, si on s'entête et qu'on le fait qu'après il y a des problèmes, je dis, le peuple sera pris à témoin. Et donc... Mais certains aimeraient savoir pourquoi cette proposition. Vous soupçonnez qu'il y ait des fraudes entre le vote et le dépouillement en ce qui concerne le vote anticipé? De toute façon, il y a toujours eu beaucoup de fraudes à tous les étages, de toute façon en matière électorale dans le pays. Mais maintenant, ces élections étant capitales, compte tenu des aspirations du peuple togolais, nous voulons un peu plus de transparence. Le comité de suivi également pas de transparence, mais il faut que les actes sur le terrain épousent de toute façon les idées, les grands principes qu'ils énoncent. Ou parce que le vote des corps habillés a souvent été, selon les chiffres et la conception générale, en faveur du parti au pouvoir? Moi, j'ai dit, est-ce qu'on peut dire ça? Vous avez oublié que pour 2010, Jerry Tama, il est là, dit que Aguillaume a gagné dans toutes les garnisons du Togo. Mais bon, c'est pas ce qui a été mis sur le papier. Bref, tout ce qu'on peut faire pour assurer la transparence électorale, il faut le faire. Et c'est à tous les niveaux que nous le demandons. Monsieur Maglo parle de la remise du drapeau dans un lieu sacré. Il n'est pas contre le principe, mais le fait que ce soit fait à l'église et qu'il y ait plusieurs autres sensibilités, est-ce que cela ne risque pas de compromettre... Non, ça dit c'est les aspirations que cristallise, si vous voulez, des aspirations de changement, que cristallise, si vous voulez, la démarche de la dynamique. Donc, Kodjo, donc, est-ce que tout le monde à l'église veut le changement? Non, écoutez ce qu'il dit. C'est-à-dire que moi Kodjo est un homme d'église. Ok, il invite Dieu, donc, en tout cas, de bénir dans sa démarche. Et donc, au cours d'une messe, après la bénédiction, il remet le drapeau togolais, va faire monter très haut. Donc, le drapeau togolais va défendre
la veuve et l'orphelin. Regarde-moi la société qui est clivée aujourd'hui. Il y a trop d'injustice. Voilà ce que... Donc, c'est une lettre de mission. C'est une lettre de mission dans un lieu sacré où donc on célèbre et on vénère Dieu. Et il voudrait du moins que dans la bataille que nous voulons mener, de toute façon, de ne pas nous écarter de toute façon de l'aide de Dieu et de l'invoquer lorsque nous avons des difficultés donc sur le terrain. Et Madame Essi pense que la communauté internationale a abandonné les Togolais. Je crois que c'est le Togo qui abandonne la communauté internationale parce que quand on fait les élections, l'Union européenne propose, si vous voulez donc, en tout cas des observateurs, propose le financement. C'est nous-mêmes, c'est le gouvernement qui refuse le financement parce que donc si on envoie l'argent des contribuables, il faut envoyer des observateurs pour voir comment c'est dépensé. Est-ce que donc la vérité des unes est respectée? Je crois que c'est par rapport à ça. Et donc elle a parfaitement... Et combien ça coûte? Je peux lui dire, j'ai quelques éléments, mais je ne peux pas avancer là ici parce que donc on n'a pas encore donc fait le point sur toutes les dépenses donc qui sont liées donc à ces élections. Mais il le sait très bien donc. Et vous avez il le sait très bien donc. C'est en termes de plusieurs milliards. Une estimation un peu plus précise. Vous avez un représentant à la CENI. Vous pourriez avoir une idée un peu plus... Je ne suis pas comptable de la CENI ou je ne suis pas la direction financière. En tant qu'homme politique, je sais ce que ça coûte. Ce que ça coûte à peu près, du moins, mais comment vous appelez ça? Donc, on ne va pas dire le consommateur au Togolais, mais je dis, je ne veux pas avancer les chiffres plus précis. Voilà. Alors, sur la page Facebook de Dada FM, Edouard voudrait savoir pourquoi vous n'avez pas participé à la réunion des quatre autres candidats qui ont déclaré vouloir mutualiser ou se montrer solidaires dans les... C'est que les Togolais, de toute façon, expriment une forme d'hypocrisie, du moins ce qui amène cela. Oui, j'ai été formellement invité. J'ai été invité à cette réunion. Mais je crois que du moins ça, la première édition, j'avais un autre engagement. La deuxième édition, je ne sais pas quand ils ont fait. C'est chez Zoussa Javon est venu chez moi. On s'est expliqué donc par rapport aux déclarations donc qu'il a eues, du moins, mais en tout cas chez lui, concernant une éventuelle candidature du monde d'Agoy Mekojo. Donc voilà. Donc je n'ai pas refusé d'aller par principe. Sinon, comme des fois, du monde, je n'ai pas vu les autres leaders de l'opposition. Donc, pour réfléchir sur la transparence, comment on mutualise les moyens. Donc, si les gens veulent faire de la politique politicienne, c'est... Voilà. Nous approchons de la fin de ce débat et le point précédent me permet de vous poser la question de savoir les rapports que vous entretenez avec les autres opposants. Il y en a qui estiment que vous vous mettez un peu trop les bâtons dans les roues. Vous allez y répondre le temps de prendre le dernier auditeur en ligne. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pelé, comment allez-vous? Très bien. Votre question. Moi, ma question d'abord, je vote pour M. Albou Mekojo. Merci. Pour la que il est l'homme. Ce n'est pas une question, Monsieur Pelé, votre question, s'il vous plaît. Oui. À chaque fois que quelqu'un veut me soutenir, il fait tout pour décourager la personne. Mais la question est de savoir... Je dois voir que... Nous sommes en campagne. Est-ce que... Nous sommes en campagne, monsieur. Oui, monsieur Pelé, je n'en disconviens pas, mais est-ce que monsieur Kodjo serait d'accord que je laisse quelqu'un dire que non, il n'est pas l'homme de la situation, qu'il ne pourrait pas... Ah ben, s'il est d'accord sur le principe, allez-y, nous vous écoutons, monsieur Pelé. Je voudrais dire, que monsieur Alboume est dans l'avion et que l'avion n'a pas de rétroviseur. Il ne faut pas regarder derrière ce qui s'est passé, sinon... La figure ne sera pas là où il est aujourd'hui. Bien. Merci beaucoup. Quand monsieur, poser une question très simple à monsieur Alboume. Allez-y. Si vous êtes président, qu'est-ce que vous allez faire à la place de ce que Fonia Sigoué a de faire en donnant 150 francs à un foyer qui équivaut à 3 personnes? Qu'est-ce que vous allez faire à cette place-là? Bien, c'est une question excellente. Allez-y. Donc je voulais rassurer les uns et les autres en disant que lorsque nous avons rencontré plusieurs communautés, notamment la communauté musulmane, bon, il était question que nous devons tout faire. Si demain nous prenons les leviers de commande du pays, tout faire pour que cette histoire de il est de l'Est, il est de l'Ouest, il est du Nord, il est du Sud, tout cela cesse. Parce que nous sommes tous Togolais. De deux, on a parlé de la primauté de la loi. C'est-à-dire, rien ne justifie que quelqu'un d'un qui est chez lui et qu'on défonce la porte sur lui et que de toute façon qui subit des brimades. Nous disons que nous allons arrêter tout cela. Parce que quand on accusait donc les soldats de base, je dis non, c'est à la hiérarchie de tout homme que revient la responsabilité, parce que le soldat de base ne fait qu'exécuter ce qu'on lui demande.
nous essaierons de construire une politique de réconciliation. La politique de réconciliation, ça passe par l'école aussi, ça passe par la justice, ça passe par la libération des prisonniers politiques qui ne sont pas réellement des prisonniers politiques, mais c'est des règlements de compte. Tout cela, nous allons le faire et puis donc mettre en place, si vous voulez, un gouvernement où nous prendrons toutes les compétences d'où qu'elles viennent, y compris même dans unir. Si les gens sont compétents et vertueux, nous allons les prendre. S'ils ne sont pas mouillés dans la gestion précédente, on travaillera ensemble parce que on ne va pas faire de la division. On ne va pas faire de la division. Et puis également, je pense que, bon, dans notre programme, oui, nous avons parlé des 12 phares. Je crois que si les gens veulent lire un peu le programme, là, ils peuvent aller sur notre site, ils le verront. Mais nous serons ensemble parce que si on est ensemble, on est unis, on est fort. Pas F-A-U-R-E, hein, on est fort, F-O-R-T. Et puis on fait donc, on continue, on travaille, on répartit les richesses. Il ne faut pas que certains mangent et que d'autres ne mangent pas. Il ne faut pas que certains aient 1000 voitures à la maison, les gens cherchent un vélo, ils ne trouvent pas, ça n'a pas de sens. Parce que j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est pas l'accumulation des biens, c'est pas ce que nous avons dans nos comptes en banque. Parce que le jour où le Seigneur va réclamer ton âme, ceux qui vont pleurer pour toi, c'est pas les comptes en banque, c'est pas les bâtiments, c'est pas les voitures. Et donc, c'est les hommes. Et l'impact que tu auras laissé, le service que tu leur auras rendu. J'ai dit, les larmes sortent de toute façon sur les différents visages, mais de toute façon, ils n'ont pas la même signification. Alors, vos rapports avec les autres, est-ce que vous très bien, j'ai de très bons rapports avec eux. Vous m'avez vu. Vous n'attaquez personne? Non, vous m'avez vu depuis qu'on a commencé cette affaire-là que j'ai attaqué quelqu'un? Non. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est ceux qui maintiennent le statu quo du monde que j'attaque. Je n'attaque pas ceux qui luttent également pour le même objectif. Mais ce que je vais regretter quand même, et il faut le dire, on dit, nous voulons l'alternance. On vous a donné du moins un candidat. Il a des défauts, hein, nous dit. Mais tous les autres qui sont sur la liste, vous cherchez aussi l'alternance? Comment on peut aller chercher l'alternance dans ces conditions en rang divisé? Pour certains, c'est le qualificatif unique qui pose problème. Non, une seconde. De toute façon, nous avons suivi des tests. Hein. C'est pas tout le monde, mais nous avons suivi des tests avant de montrer qu'on nous choisit. Bref, je veux dire, les 6 candidats qui sont sur la liste et qui sont du moins des candidats contre, du moins le président sortant, tous veulent aller chercher l'alternance. Pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour être plus fort pour obtenir l'alternance dès le premier tour? Mais dans tous les cas, moi je vais vous dire, d'une manière ou d'autre, Dieu aime ce pays. Je pense que le moment est arrivé et que ce n'est pas encore tard pour que certains se rallient à notre cause pour que nous puissions donc faire quelque chose quand même pour donner un peu d'espoir aux Togolais, un peu d'espérance de toute à notre jeunesse. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Alors nous sommes presque à la fin de ce débat. Si vous êtes élu, vous dites que vous prendrez le pouvoir. Si éventuellement vous êtes battu, vous reconnaîtrez votre défaite? De tout temps, je suis démocrate. Si je suis battu dans des conditions régulières, de tout temps, je reconnaîtrai. Donc, ma défaite. Mais du moins, si les conditions ne sont pas de toute façon régulières, je parlerai aussi. Et j'agirai. Et en même temps, votre mot de la fin, avez-vous peur du coup KO annoncé par les militants du parti au pouvoir? Vous pensez qu'il y aura un second tour ou pas? De toute façon, il n'y a pas de problème. Donc, le coup KO, je pense que quand on a un bilan comme, en tout cas, celui du moins que le président sortant a, c'est difficile de rêver du moins de faire un coup KO. À moins que de toute façon, ils ont déjà programmé de cette victoire. Mais enfin, si ça se fait dans des conditions chaudes, je pense quand même que ça ne va pas être facile. Donc je ne vois pas comment, avec un tel bilan où les gens n'arrivent pas à manger, les gens subissent des injustices, on peut essayer de passer un coup KO. Quoi? C'est le veau des bêtes sauvages ou c'est quoi? Votre mot de la fin? Togolais, toute la jeunesse, essayons de construire quelque chose ensemble. Je suis sûr que le 22 au soir, il y a alternance. Nous serons ensemble pour redonner une nouvelle trajectoire à notre pays. Une trajectoire de paix, de justice, de dignité et de prospérité partagée. Je suis convaincu que nous allons gagner de cette partie. J'appelle à la mobilisation générale autour de la dynamique Kodjo. Merci Agbeyomi Kodjo d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle de 2020. Sur un air de campagne se poursuivra demain à partir de 7h15. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Merci à chacun d'entre vous de nous avoir suivis et d'avoir participé à cette émission par téléphone comme par Internet. Très bonne journée à vous.